Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureux de vous retrouver au sommaire de cette édition. La coopération guinéo-nippone se renforce. Notre pays a pris part à Abidjan à une rencontre regroupant plusieurs pays de la sous-région en toile de fond l'amélioration du partenariat avec le Japon dans plusieurs domaines dont le développement et la santé. La promotion des bonnes pratiques au niveau des médias, une priorité du département de l'information qui s'attelle à la vulgarisation des codes de bonne conduite pour lutter contre les discours violents et promouvoir la paix et la quiétude sociale dans le pays. Sport, la relance du volleyball mobilise les acteurs du secteur. Plusieurs clubs du pays s'affrontent en série filles et garçons, une occasion de relancer cette discipline sportive. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le président de la République a reçu hier en audience l'international guinéen Serhou Guirassy. Le général Mamadi Doumbouya l'a félicité pour ses performances exceptionnelles et l'a encouragé à poursuivre ses efforts afin de porter toujours plus haut les couleurs de la Guinée sur la scène internationale. Le compte rendu avec Oumar Bari. L'international guinéen Serhou Guirassy a été reçu en audience le mercredi 25 décembre 2024 au palais présidentiel Mohamed V par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, ainsi que du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kéamou Bogola Haba, et du président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Sampil. Lors des échanges avec l'attaquant, le président de la République a encouragé Serhou Guirassy à continuer sur la voie de l'excellence et à persévérer dans ses efforts pour affirmer davantage sa place dans le monde du football international. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya n'a pas manqué de souligner l'importance de Serhou Guirassy pour le pays. Pour lui, Serhou Guirassy est une source de fierté pour toute la nation guinéenne. Il incarne la détermination, l'excellence et l'ambition. Il est l'un des symboles de la réussite de notre football et son talent continue de faire briller la Guinée au-delà de nos frontières. Visiblement ému par l'honneur qui lui a été fait, Serhou Guirassy a exprimé toute sa gratitude envers le chef de l'État. Il s'est dit honoré de recevoir cet accueil et ces encouragements qui lui donnent encore plus de motivation pour continuer à travailler dur et à porter haut les couleurs de la République de Guinée. Serhou Guirassy a également évoqué l'importance de la solidarité et de l'unité nationale pour le développement du sport et particulièrement du football en Guinée. Je voudrais remercier tous les Guinéens pour le support inconditionnel qui me porte, qui porte au Sili, à tous les Guinéens. Après voilà, aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer le président, son Excellence, avec ma famille. Voilà, on a parlé football, c'est un passionné de sport. Comme vous pouvez le voir, il soutient sur les réseaux sociaux, donc ça c'est très important. Ça donne beaucoup de ferveur pour nous, les joueurs qui sont poussés par le chef de l'État, donc ça c'est très important pour nous. Aujourd'hui on est fiers avec ma famille, c'est un grand honneur, donc voilà, je voudrais remercier le président encore une fois. Le message il est clair, cette unité on doit toujours la garder, quoi qu'il arrive, et la Guinée elle sera grande. A rappelé qu'une délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kéamou Bogola Haba, a été reçu le mardi par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, pour honorer les exploits de Serhou Guirassy, attaquant vedette du Sili national, et d'autres professionnels du cuir rond, à savoir François Kamano Seydou Sow et Mouktar Djahabi. Le ministre secrétaire général de la présidence et le ministre directeur de cabinet de la présidence, en prenant la parole, ont tous salué l'effort constant des sportifs guinéens, en particulier celui de Serhou Guirassy, dont les performances exceptionnelles font rayonner le football guinéen sur la scène
internationales. Tenue du 3e Forum économique Afrique-Japon en Côte d'Ivoire, une rencontre qui illustre parfaitement la dynamique de coopération entre l'Afrique et le Japon, fondée sur la confiance mutuelle et le partage des valeurs communes. C'est le ministre du Plan et de la Coopération internationale qui a représenté le gouvernement. Compte rendu, Daouda Tabansila. Organisé tous les 3 ans, le Forum économique Japon-Afrique se présente comme une véritable opportunité qui incite et renforce la coopération entre les entreprises japonaises et africaines à travers le développement continu des potentialités commerciales et d'investissement. Le ministre du Plan représente le gouvernement guinéen au rendez-vous d'Abidjan. Aujourd'hui, la coopération entre le Japon et la Guinée a permis la réalisation d'infrastructures majeures. Les ports de Kaka et de la Sumba, le port de pêche de Kaporo, l'Institut national de santé publique, l'École nationale d'instituteurs de Nang. Des investissements japonais dépensant 800 millions de dollars en dons témoignent de la solidité de ce partenariat. L'Afrique est le continent du moment et du futur au regard de la structure de sa population, de ses atouts économiques et de la conjoncture économique internationale. Le chef de la délégation guinéenne présente quelques opportunités d'affaires en Guinée. La République de Guinée s'affirme aujourd'hui comme une terre d'opportunités économiques exceptionnelles. Le PIB a progressé de 7,1% en 2023, soutenu par un secteur minier solide avec une augmentation de 22% de la production de bauxite et de 10% des exportations d'or. À Abidjan, la mission conduite par Ismaël Nabé s'est rendue à l'École nationale supérieure de l'électronique et des applications en CA. Le gouvernement de la République de la Guinée a bien voulu faire confiance en notre institution et nous a confié le renforcement des capacités du système statistique national. Dans cette institution, étudient plus de 70 étudiants guinéens dans les filières statistiques, dont une quarantaine vient directement du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Fin dans la ville industrielle de Kamsar de la retraite annuelle des cadres du ministère du Travail et de la Fonction publique. Les 3 jours des travaux qui ont réuni les structures techniques et les services d'appui ont abouti à l'adoption d'un nouveau plan d'action opérationnel pour 2025. Le document prend en compte la vision stratégique du pays avec notamment l'alignement des actions du ministère aux objectifs du méga-projet Simandou et du programme Simandou 2040. Reportage Moussa Namina Keita, Mamadi Terna Kamisoko. C'est sur des résolutions fortes et un engagement vers l'excellence à offrir des services de qualité aux usagers que la retraite stratégique du ministère du Travail et de la Fonction publique clôt ses travaux dans la ville industrielle de Kamsar. Pour 2025, le département se dote d'un nouveau plan d'action opérationnel plus ambitieux avec des objectifs clairs. On a décidé de se concentrer sur des priorités en lien avec la lettre de mission de M. le Premier ministre, mais également les grands objectifs sectoriels que nous avons en termes de réforme de l'administration publique, en termes de gestion et de modernisation de la fonction publique, en termes de gouvernance du marché du travail, le renforcement du système national de sécurité santé au travail, le renforcement du système national de sécurité sociale, que nous avons formulé une vision qui permet désormais que nous soyons plus unis dans l'action que nous devons mener et autour d'une vision partagée. Cette retraite de 3 jours a réuni les responsables des structures techniques et des services d'appui autour du cabinet. La leçon qu'on a tirée, c'était qu'il fallait quand même avoir la même vision que nos autorités. Et d'ailleurs, j'en profite pour vraiment les féliciter pour l'initiative de nous avoir mis dans cet esprit de partage. Au cours de cette rencontre, le ministre Bruno a également fait un exposé sur le méga-projet Simandou, soulignant la nécessité pour le département de s'aligner derrière cette vision stratégique. Avec une telle ambition de développement du pays projetée par le président de la République, il faut que nous travaillions pour que les réformes administratives puissent permettre de changer de paradigme. Également, nous avons compris que notre ministère doit jouer un rôle central dans le cadre du renforcement de la gouvernance du marché du travail. Désormais, les batteries sont rechargées au ministère du Travail et de la Fonction publique pour la mise en œuvre des priorités opérationnelles pour l'année 2025.
Un autre document, un instrument de travail en cours d'examen. Il s'agit du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes. Aujourd'hui, ce plan est élaboré et les acteurs s'acheminent vers la validation du document. L'idée est d'institutionnaliser la gestion rationnelle des ressources halieutiques en vue d'accroître les bénéfices pour la Guinée. Reportage Al-Gassimoba. L'aménagement et la gestion des pêcheries maritimes garantissent une exploitation durable des ressources halieutiques. Pour faciliter ce processus, plusieurs mesures ont été prises par les acteurs de la pêche à travers des concertations et des recommandations. Le plan élaboré est présenté ici à la ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Les différentes concertations que nous avions eues avant le partage du draft 0, du plan d'aménagement, nous ont permis de prendre des mesures qui s'imposent pour une gestion de nos ressources halieutiques. Les informations fournies et aussi les résultats des concertations avec les principaux acteurs ici présents ont permis de faire un diagnostic complet de nos différentes pêcheries. Sans ce document-là, nous ne saurons pas comment agir en mer, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout est répertorié dans ce document. Le nombre de bateaux de pêche qui doivent pêcher pour 2025, les infractions sont dedans, les redevances à payer. L'élaboration de ce plan d'aménagement et de gestion résulte de la volonté du gouvernement de contribuer à instituer une gestion rationnelle des ressources halieutiques. Le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries est un document stratégique pour le secteur de la pêche. Son objectif est d'assurer la biodiversité, de promouvoir le développement socio-économique et de garantir la conservation des écosystèmes marins. Après la validation, ce document servira de guide pour la campagne de pêche 2025. D'où cette rencontre qui favorise la bonne compréhension des mesures d'aménagement pour une meilleure exploitation de nos ressources halieutiques en vue d'éviter la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il faut dire que l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP est aussi active sur le terrain pour matérialiser la vision du chef de l'État en matière d'emploi. Cette fois, une approche de proximité est développée pour accompagner les jeunes en matière d'entrepreneuriat. Le domaine de la couture est ciblé et un partenariat se développe avec certaines structures dans plusieurs zones du pays, ceci pour former des jeunes filles et femmes en vue de favoriser l'auto-emploi dans ces localités. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Au-delà de l'appui aux entreprises pour l'insertion des diplômés en quête d'emploi, l'une des missions de la GIP, c'est aussi de promouvoir l'auto-emploi pour aider les jeunes à prendre leur destin en main avec des qualifications professionnelles comme dans les métiers de la couture. À Sonfonia, la GIP appuie cette structure spécialisée dans ce domaine pour perfectionner de nombreux jeunes et partager avec eux les outils pour la création et la gestion d'une entreprise. Je suis allée à l'école et puis je me suis limitée en 10e année. Je me suis dit de chercher un métier pour bien m'améliorer. Puis je suis venue m'inscrire ici. Aujourd'hui, je couds mes habits, donc je suis tellement fière de moi. Vu que la couture elle est modernisée maintenant, la coupe moderne là, ça empêche beaucoup de maîtresses dans les ateliers différents. Et ceux qui ont 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, c'est là on leur prend 3 mois de formation et 6 mois de formation. Donc ceux qui ne connaissent rien, moi je peux m'engager pour t'apprendre. Si Dieu est avec toi, que tu as de bon esprit, tu peux comprendre le métier pendant 1 an, 6 mois. En appuyant directement les entrepreneurs dans leur environnement de travail au profit des jeunes, la GIP met en œuvre un des volets de la politique nationale de l'emploi qui consiste à n'exclure aucune couche sociale et à demeurer proche des jeunes à la base. Nous avons jugé utile de les accompagner sur des questions entrepreneuriales puisque, encore une fois, l'objectif c'est d'abord de les rendre bien sûr autonomes, mais également de faire en sorte qu'à travers elles, qu'il y ait de la création d'emplois. Et ce sont ces directives que nous avons reçues de nos autorités, notamment de Madame la ministre de l'Enseignement technique, la formation professionnelle de l'emploi. Le modèle de partenariat entre la GIP et le centre de formation Sacco Couture va se développer pour promouvoir partout à travers le pays l'auto-emploi et dans tous les secteurs d'activité.
Des bus et des motos pour faciliter la mobilité des cadres du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. C'est le fruit du partenariat entre le département et la société minière de Bokeh SMB, un appui qui promet de durer à travers d'autres accompagnements. Les deux parties ont signé un protocole d'accord. Le point avec Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Ces deux bus vont désormais faciliter la mobilité des cadres du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Un don de la société minière SMB pour soutenir le département. La remise s'effectue entre le directeur général de la SMB et le ministre Moussa Moïse Silla. Cet investissement témoigne votre engagement envers le bien-être du personnel et contribue à améliorer leur confort et leur sécurité lors de leur trajet quotidien. En plus de ces bus, la SMB compte accompagner le ministère dans la restauration des sites négriers de Bokeh. La signature de ce partenariat entre les deux parties montre la volonté de la société minière de Bokeh de soutenir la protection du patrimoine culturel et historique de la Guinée. Accompagner la culture, c'est offrir des outils qui permettent non seulement de préserver nos traditions, mais aussi de stimuler la créativité, d'encourager l'émergence de nouveaux talents et de transmettre ce patrimoine à notre jeunesse en leur donnant les clés pour en découvrir davantage. Ce geste a une portée significative car il contribue directement à l'amélioration des conditions de travail de nos agents en facilitant leur mobilité. Ces véhicules leur permettront de mieux s'acquitter de leurs différentes missions essentielles à la promotion et à la valorisation de notre patrimoine culturel, touristique et artisanal. Je tiens à exprimer notre gratitude profonde à la société minière de Bokeh. En marge de la remise de ces bus, le ministère a à son tour offert ces 10 motos à ses cadres. Un geste du chef de département pour faciliter la mobilité des agents et améliorer leurs conditions de travail. À Kindia, des responsables des médias publics et privés venus de Conakry renforcent leur capacité en technique de lutte contre les discours violents, la promotion des droits de l'homme et la cohésion sociale. Le but, lutter contre les dérapages dans les médias et sur les réseaux sociaux. Maïmouna Bella Diallo. Au total, 240 acteurs des médias guinéens ont bénéficié d'une formation axée sur les techniques de lutte contre les discours violents, la promotion des droits de l'homme et la cohésion sociale. Cette démarche, portée par le Centre de formation et de perfectionnement sous la tutelle du ministère de l'Information et de la Communication, avec un appui financier du PNUD, de l'UNICEF et l'ONU Droits de l'Homme, vise à professionnaliser davantage les médias publics et privés. La formation elle est importante parce que la Guinée s'achemine vers des élections. Et les élections sont toujours, n'est-ce pas, des cadres, des sources de troubles. Et nous pensons que l'un des moyens, n'est-ce pas, de recadrer ces troubles qui peuvent arriver, c'est de renforcer les compétences des journalistes. Et nous avons choisi justement les thèmes qui correspondent, à savoir les techniques de prévention, de détection, mais aussi de lutte contre les discours de haine. Nous avons eu quand même un creuset important parce que nous avons pu mettre à l'école justement de ces discours de haine, n'est-ce pas, l'ensemble des 4 régions naturelles du pays, où partout où les journalistes se trouvent. Et pour les participants, en majorité des responsables des médias publics et privés, ces séries de formations restent une aubaine dans le contexte actuel du processus de refondation. Le renforcement de capacité sur les violences ou sur les discours de haine, je dirais que ça vient à point nommé, parce que nous sommes à un moment où nous devons beaucoup jouer pour la paix et la tranquillité dans le pays. En tant que responsable d'un média comme l'Agence guinéenne de presse, c'est important que je puisse avoir tous les éléments nécessaires afin d'outiller donc mes journalistes à l'AGP sur la façon dont nous pourrions traiter ces discours de haine. Les participants ont droit ce vendredi à un module portant sur les techniques d'animation, des émissions interactives et la promotion des droits de l'homme.
Dans l'actualité encore, la construction des voiries et ouvrages hydrauliques se réalise dans le Grand Conakry, des transversales jusqu'à l'échangeur de Bambeto et des voiries de Simbaya. Tout est prioritaire pour le gouvernement. Les entreprises sont sommées d'achever les projets en cours, condition essentielle pour bénéficier d'autres projets. Reportage Aboubakar Junior Camara. La route est un élément essentiel de développement. C'est pourquoi, depuis l'avènement du CNRD, la construction des voiries urbaines et des routes nationales jusqu'aux ouvrages hydrauliques, rien n'est resté en marge des priorités. Dans le projet des transversales, par exemple, la T8, T9 et T10 sont achevées avec un pont de 130 mètres linéaires à Ketaya. Guicopress réalise des travaux avec le respect des normes. Nous sommes dans les 90%, nous sommes dans les phases de finition, les derniers travaux de réglage et de bitumage pour libérer complètement les transversales T8, T9, T10. Autre projet de l'initiative présidentielle est la construction des voiries du Grand Conakry. À Simbaya, Yataya ou autres axes de la capitale, tout est en chantier avec l'espoir de doter la capitale d'un réseau routier de qualité. Et moi, et mon chef de quartier, et la population de Simbaya, tout le monde est content. Parce que ça fait longtemps, des années et des années, on se bat pour ça. On ne passe même pas maintenant si nous pouvons avoir même un morceau de goudron. Mais c'est grâce au général Mamadi Doumbouya qu'on a eu cette bijou. Vraiment, nous remercions CNRD et le général Mamadi Doumbouya. Les échangeurs de Bambeto et ses bretelles sont en bitumage avec l'espoir d'ouvrir l'ouvrage aux usagers avant le 31 décembre 2024. On est en train d'évoluer dans les travaux. On a déjà commencé à faire les enrobés au niveau des bretelles et du giratoire pour justement dans l'objectif de livrer, Inch'Allah, d'ici la fin du mois, Inch'Allah. Le pont, ça reste les travaux des glissières de sécurité et aussi les rampes d'accès. On n'a pas encore terminé la couche de chaussée. Sinon, peut-être ça sera libéré normalement en avril 2025. Au département des infrastructures et des travaux publics, véritable course contre la montre pour l'achèvement de chantiers ouverts en 2024. Le ton est donné. Aucune entreprise n'aura un marché tant que les projets 2024 ne sont pas terminés. Sur le plan de la santé, la ville de Kankan a désormais une ambulance médicalisée pour assurer le transport sanitaire public. C'est un geste de Cabinet Komara, ancien Premier ministre, pour participer au développement de Nabaya. Les missions de premier secours, un autre avantage pour appuyer les formations sanitaires et services d'incendie et de secours de Kankan. Reportage Djamokaba. La municipalité de Kankan bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée pour des missions de premier secours. Elle va intervenir pour des personnes blessées, des accidents de la circulation, arrêts cardiaques et d'autres catastrophes humanitaires. L'ambulance avec laquelle nous sommes venus à Kankan était en panne depuis plus de 8 mois, 1 an. J'ai crié à toutes les portes. Dieu faisant, l'ex-premier ministre a entendu, on ne prend pas de cadavre dedans. C'est pour les personnes blessées, accidentées, en détresse, sous toutes les formes. Par cette remise officielle, le bon samaritain contribue au développement de la ville de Kankan pour inciter d'autres à investir. Un acte patriotique posé pour assurer le transport sanitaire public de façon plus rapide et sécurisée. L'apport des fils de Kankan pour aider la population. Et plus précisément le PM, l'ex-premier ministre Komara, et que Dieu veille sur lui de façon volontaire. C'est sa deuxième fois de penser à la population de Kankan. Alors, dans un premier temps, il a mis à disposition des véhicules pour éteindre les incendies. Dans un deuxième temps, il vient de penser encore à la population pour le transport des malades. Nous sommes nés dans cette ville, nous avons grandi ici, nous avons tout eu ici. Et je ne ferai que citer Lincoln qui disait « Il faut se dire qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon pays et non qu'est-ce que mon pays a pu faire pour moi. » Cette ambulance médicalisée est une réponse concrète pour corriger un vieux dysfonctionnement. Elle constitue pour Nabaya un maillon décisif pour la chaîne d'intervention des premiers secours.
En Zérékoré, 57 malades indigents viennent de bénéficier d'une prise en charge sanitaire offerte par le Fonds de développement social et de l'indigence. Cette initiative s'inscrit dans une volonté du gouvernement de lutter efficacement contre les inégalités sociales en Guinée et en particulier dans les régions les plus reculées. Reportage Mohamed Salioupaï. C'est au gouvernorat de Zérékoré que la cérémonie de remise de ces titres de prise en charge sanitaire gratuite a eu lieu. Réunis autour des autorités administratives, les récipiendaires reçoivent cette aide du gouvernement des mains des responsables du Fonds de développement social et de l'indigence. Ce programme de soins gratuits est un ouf de soulagement pour ces bénéficiaires qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des soins de qualité. Il est à noter que cette initiative représente une promesse de soins, un engagement envers la dignité humaine et une réponse concrète aux défis auxquels nos concitoyens font face. Les bénéficiaires, visiblement émus, ont exprimé leur gratitude envers le Fonds de développement social et de l'indigence pour cette aide salvatrice. Pour beaucoup d'entre eux, cette prise en charge représente une chance de survie, notamment pour ceux souffrant de maladies graves ou chroniques. Depuis longtemps, on est malade, les moyens n'existent plus. Mais aujourd'hui, on est très satisfait parce que le président de la République a pensé à nous pour nous prendre en charge avec la mise sur pied de ce service humanitaire. Nous disons vraiment merci au président de la République et merci à monsieur le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence. À travers la solidarité nationale, vous soulagez plusieurs pères de famille et malades qui n'avaient plus de possibilités pour leur prise en charge des malades. Grâce à l'initiative du Fonds de développement social et de l'indigence, ces 57 malades ont désormais la possibilité de recevoir des traitements, des consultations spécialisées et des suivis médicaux nécessaires à leur rétablissement. Cette action humanitaire de l'État s'inscrit dans une série de programmes visant à répondre aux besoins essentiels des citoyens en luttant contre la pauvreté, les disparités sociales et économiques. Le projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA était au centre des discussions en faveur des parties prenantes de la mise en œuvre. C'était au cours d'une mission de sensibilisation et d'information conduite par tous les partenaires opérationnels du projet. La mission a conféré avec les acteurs des préfectures de Kouroussa, Kérouani et Beila. L'occasion est aussi mise à profit pour distribuer des motos aux assistants communautaires pour leur mobilité. Le point avec Abdul Karim Kamara. À date, l'interopérabilité au sein du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA est désormais acquis. Les partenaires opérationnels accordent leur violon pour une meilleure appréhension du projet. À Kouroussa, Kérouani et Beila, autorités et parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre sont édifiées davantage sur les enjeux. L'objectif vise à trouver les meilleures stratégies et les meilleurs moyens pour une inclusion réussie des personnes vulnérables et pauvres au sein de la société. Dans ces trois préfectures, la mission revient sur les objectifs du projet, son approche et son apport sur les revenus des communautés bénéficiaires. La rencontre de cette délégation a été vraiment un outil, enfin, d'aller aussi à notre tour de faire la restitution sur le terrain, afin que réellement les activités que nous sommes en train de pérenniser au compte du projet NAFA continuent dans le bon sens. Ils n'ont qu'à essayer de faire face, n'est-ce pas, à notre situation au niveau de documentation, par exemple, la formation qu'on a eu à faire là. Si c'est accompagné par des documents, vraiment ça pourra nous mettre à l'aise. Au-delà de la sensibilisation, les avis et préoccupations des uns et des autres sont aussi recueillis. Mais cette approche holistique de l'ANIES a pour objectif de susciter l'adhésion au projet de toutes les parties prenantes. Comme l'a dit notre président, depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre, en Guinée, nous réalisons qu'aucun Guinéen n'est laissé pour compte. Je voudrais également vous inviter à plus de rigueur. Transmettez à nos concitoyens, à nos populations, les tenants et les aboutissants du projet. Au même moment, les assistants communautaires de Kouroussa, Kérouani et Beila sont dotés de motos pour leur mobilité et coïncident avec l'élan des transferts monétaires réguliers amorcés par le programme NAFA.
Et puis, l'une des stratégies visant l'autonomisation des femmes et filles issues des milieux défavorisés du pays, c'est la formation de cette couche sensible aux métiers générateurs de revenus. Après des années d'apprentissage, ces femmes, au nombre de 1000 apprenantes, ont reçu leur attestation de fin de formation. Reportage Mohamed De Camara. La cérémonie est désormais traditionnelle ces derniers temps. À la fin de chaque année, plusieurs apprenantes des centres d'autonomisation, d'entrepreneuriat des femmes et filles à travers tout le pays, après leur cycle de formation, reçoivent des attestations. Pour nous, c'est une sorte de couronnement des efforts qu'elles ont consentis pendant des années pour avoir une formation dans des métiers porteurs et innovants pour elles. Cette année, sur l'ensemble du territoire, nous avons 1262 filles sortantes des KEF. Et la cérémonie qui se passe aujourd'hui à Conakry est organisée simultanément sur l'ensemble du territoire national. Nos sincères remerciements au gouvernement guinéen, particulièrement à notre ministère, réaffirmons nos engagements solennels à toujours œuvrer pour la consolidation des appuis en matière d'autonomisation des femmes et filles. Pour cette année, la structure étatique de Lomé, Fonds d'appui aux activités économiques des femmes, FAEF, accompagne les sortantes des KF qui évoluent désormais en coopérative. Nous avons jugé nécessaire de les accompagner à la hauteur de 200 millions. Il sera reparti bien évidemment à 10 coopératives. Elle marque surtout cette cérémonie la volonté des femmes et filles en prennent désormais en charge leur destin à travers leur capacité intrinsèque d'assumer des métiers pourvoyeurs d'emploi et d'auto-emploi décent. Ces filles et femmes déscolarisées et non scolarisées sont issues généralement des milieux défavorisés du pays. À travers la formation acquise dans plusieurs filières, elles s'ouvrent ainsi la voie qui mène vers une autonomisation assurée. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel reste très engagé dans l'autonomisation des couches vulnérables. À Kouroussa, plus précisément à Dionko, près d'une centaine de femmes viennent de boucler une formation en production, en transformation et en commercialisation du beurre de karité. La formation va leur aider à améliorer la qualité de leurs produits sur le marché. Moussa Komara. Cette effervescence des femmes de Dionko est l'expression de leur satisfaction à la formation déployée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel sur les nouvelles techniques de production du beurre de karité. Très longtemps, elles utilisaient la méthode rudimentaire, sans qualité et sans rendement économique. Notre formation vise à assurer pas les techniques de transformation, mais l'hygiène dans la transformation du beurre de karité. Au-delà de l'aspect cosmétique, nous avons l'aspect alimentaire. Le beurre de karité est consommé par la population, donc on veut s'assurer que cette consommation soit faite avec des produits sains. Le deuxième élément, c'est la commercialisation. Le beurre de karité est avant tout une histoire de femmes. À Dionko, ce sont près d'une centaine qui ont bénéficié de ce renforcement des capacités. Pendant plus de 10 jours, elles ont appris les bonnes pratiques pour améliorer leur production. Il faut observer l'hygiène. L'eau qui doit être utilisée pour nettoyer les amandes doit être propre. Les ustensiles qu'il faut utiliser doivent être propres. Et soi-même, l'hygiène corporelle. La cuisson, l'étalage sur une bâche ou bien la terre cuite pour faire sécher les amandes. Cette formation va réduire considérablement la souffrance de ces femmes dans la production. Une valeur ajoutée dont elles n'avaient jamais bénéficié alors qu'elles pratiquent la transformation de leur verre depuis des années. L'objectif poursuivi à travers cette initiative est d'aider ces femmes à produire un beurre de karité de haute qualité répondant aux normes internationales pour renforcer leur autonomisation. Elles plaident ici d'avoir une unité de production pour augmenter leur rendement. Célébration de Noël, moment de ferveur chez les fidèles chrétiens, une commémoration significative pour la communauté du Christ. Partout dans les paroisses, des messages de paix et d'amour ont été véhiculés par les curés. Le point avec Ali Badra Kondé, Saint-Martin, Fancinadouno.
Dans les paroisses de la banlieue de Conakry, la célébration de Noël ne se limite pas à une simple cérémonie religieuse, mais s'inscrit dans un élan de communauté, d'amour et de partage, renforçant les liens entre les fidèles et leur foi. À la paroisse Saint-Michel de Koloya, les fidèles se sont fortement mobilisés. Dieu s'est incarné en homme et il est venu comme nous autres. Il s'est humilié, il nous a montré donc l'amour. Il t'a dit que quand quelqu'un te frappe de gauche, il faut le montrer la droite. Ça, on ne savait pas tout ça. Et donc l'amour a été consacré et nous a montré qu'il y a l'espoir et qu'on peut se sacrifier pour les autres. Tous vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles de la paroisse Saint-Cyprien de Dixine se sont mobilisés pour accueillir l'enfant Jésus. Cette solennité, dans son homélie, le curé de la paroisse appelle les fidèles et les Guinéens à cultiver la paix, l'amour et la cohésion sociale. Noël, c'est un événement d'aujourd'hui qui nous concerne tous et qui est porteur de paix, de joie et de grande espérance. C'est un événement célébré partout dans le monde et qui rassemble les hommes et les femmes, enfants, jeunes et adultes et toutes les nations. À cette heureuse occasion, je voudrais me joindre aux frères chrétiens de Saint-Cyprien pour souhaiter à tous les chrétiens du monde entier bonne fête de Noël. À la paroisse Saint-Chalouanga de Sonfolia, cette commémoration de Noël encourage les actes de bonté et de générosité. Une signification profonde et multiple, principalement dans le texte chrétien. La messe du jour nous parle du Verbe depuis toujours auprès de Dieu. Saint Jean contemple le Verbe en qui était la vie, le Verbe par qui tout a été fait, qui éclaire tout homme en ce monde et que les ténèbres n'ont pas arrêté. En ce jour de Noël, les fidèles de la paroisse Saint-Odile de Simbaya vivent cet événement dans une grande humilité. À travers les chants et louanges, ils ont commémoré cette nativité de Jésus, signe de rapprochement. Très grande journée pour nous parce qu'elle nous remplit de joie, elle nous remplit d'allégresse. Nous sommes dans la joie parce que ici à l'église, comme dans toutes nos familles, nos enfants, nos amis, tous nous sommes dans la joie parce que Jésus est né. À l'occasion de cette commémoration, les fidèles se rassemblent pour prier, chanter des cantiques et célébrer ensemble la lumière qui resplendit. La décoration de l'église avec des lumières, des crèches et des sapins de Noël contribue à créer une atmosphère festive et spirituelle. De son côté, la Fondation Bébé Ibrahima fait des heureux en ce jour de Noël. Elle offre des kits scolaires et des denrées alimentaires aux enfants de certains orphelinats de Conakry. Le geste est hautement symbolique, surtout en cette période de festivités de fin d'année. Reportage Falilou Diallo, Abdul Karif Keita. C'est une journée dite spéciale de solidarité, d'espoir et de sourire pour chaque enfant. Elle est initiée par la Fondation Bébé Ibrahima dont le credo est de permettre à chaque enfant en âge d'aller à l'école, d'être scolarisé, d'accéder aux soins de santé essentiels. Pour moi, un enfant qui grandit dans une situation équilibrée, loin de tout ce qui puisse être néfaste dans son éducation, je pense que ne peut qu'être un enfant bien et un avenir meilleur pour la République de Guinée. Nous avons offert plusieurs sacs de riz, allant de 25 à 30 sacs, plusieurs bidons d'huile et des sacs d'omo, des boîtes de tomates, des cartons de Capri-Sun et plusieurs autres denrées. Cette journée de la nativité apporte du sourire aux enfants qui vivent dans les orphelinats de Conakry. Des kits scolaires et autres denrées alimentaires sont offerts aux tout-petits. On les remercie du fond du cœur et nous espérons très prochainement avoir ces mêmes événements pour que nos enfants s'épanouissent parce que ce sont les orphelins, ils en ont besoin. Nous allons rire, jouer et partager des moments inoubliables ensemble. Les délicieux plats, les boissons rafraîchissantes étaient un vrai régal pour nos papilles. Mais ce qui est à faire a rendu cette journée spéciale
Ce sont les sourires et l'amour que nous avons ressenti autour de nous. Créée en août 2024, la Fondation Bébé Ibrahim a déjà réalisé plusieurs actions humanitaires, notamment le parrainage d'enfants en situation de handicap ou de paiement de frais de scolarité pour les orphelins et la rénovation de l'orphelinat La Voix des Sans-Voix, mais également la reconstruction de l'école primaire de Tabona, le tout pour un investissement estimé à plus de 167 millions de francs guinéens. À l'occasion de cette célébration de la fête de Noël toujours, le centre d'appui aux sans-abri et orphelins de Guinée-Kassog, situé à Fossidé, a bénéficié d'un don de vivres et de non-vivres. C'est un acte de solidarité initié par Interact Club de Conakry et Rotaract Club de Conakry. Reportage Marwan Kamara, Alkali Kobele-Keita. Nous sommes au centre d'appui aux sans-abri et orphelins de Guinée-Kassog, situé à Fossidé. Ici, des vivres et non-vivres sont remis aux responsables de cet orphelinat. Un centre d'accueil confronté aux problèmes d'hébergement et de scolarisation de ces orphelins et autres enfants démunis. C'est une action de solidarité initiée par l'Interact Club et Rotaract Club de Conakry. Nous étions dans un bâtiment à location, mais présentement nous sommes là. Un peu de difficulté comme vous voyez dans cette cour. Nous voulons agrandir l'espace pour des logements des enfants parce que nous avons 30 enfants, 10 qui sont séropositifs et on ne peut pas combiner ceux qui sont séropositifs avec ceux qui sont bien portants. En plus, nous avons un problème d'eau potable ici et nous voulons faire un forage. Il y a beaucoup de choses que Kassog a besoin, du bus, de la nourriture, surtout du bus, parce que aller d'ici jusqu'à l'école, c'est très distant. Et surtout, il y a les petits, il y a ceux de 7 ans qui partent à l'école. Venir au secours des enfants sans abri et orphelins en vue de faciliter leur insertion sociale est une mission qui s'inscrit dans les prérogatives des structures donatrices. Cœur à porter sur le centre pour les offrir le sourire, pour leur prouver qu'ils peuvent vivre comme n'importe quelle personne. Dans l'atteinte de leur objectif, ces bonnes volontés consentissent des efforts afin de créer un avenir meilleur pour les enfants démunis. Sécurité routière, on en parle dans cette édition. Une rencontre tenue à Kankan a permis de sensibiliser acteurs de la sécurité et usagers de la route. Elle a été ensuite suivie de la formation de certains conducteurs. Reportage Elhaj Fodé Bangali Fofana. Comment prévenir les accidents de la route, sécuriser les citoyens et leurs biens, une préoccupation du ministère des Transports à travers l'Agence guinéenne de la sécurité routière. Le triste constat est qu'à l'approche de chaque fête ou fin d'année, le taux d'accident de la circulation augmente dans notre pays. Voilà pourquoi l'Agence guinéenne de la sécurité routière organise des sessions de formation et de sensibilisation à l'intention des centaines de conducteurs sur la sécurité routière. Que nous soyons conducteurs, passagers ou simples piétons, je vous invite à vous engager pleinement durant cet atelier. Partagez vos expériences, posez des questions et surtout retenez les enseignements qui seront distillés aujourd'hui. La présente formation vise à réunir l'ensemble des acteurs de la sécurité routière, experts et autorités à tous les niveaux, dans le but de coordonner, évaluer et renforcer les efforts communs contre l'insécurité routière, devenue une préoccupation majeure dans notre pays. Ces accidents récurrents sont aussi causés ou aggravés par le non-respect ou l'ignorance du code de la route, l'excès de vitesse, l'imprudence des conducteurs, la consommation d'alcool et de stupéfiants, le transport mixte, la surcharge, le surnombre, téléphone au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et du casque protecteur, ainsi que le mauvais état de nos routes et véhicules. Selon les statistiques de la police et de la gendarmerie routière, notre pays a enregistré de 2020 à 2024 plus de 11 000 cas d'accidents de la route, dont 3 149 personnes tuées, 4 021 personnes blessées graves.
Restons à Kankan pour dire que la fédération Mounafani, dans l'arrière-pays pour dire que la fédération Mounafani de Kindia a célébré dans la ville la journée internationale des droits de l'enfant. Ceci pour encourager les citoyens à agir positivement dans l'éducation des tout-petits. Marwan Kamara. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant, dédiée à la sensibilisation et à la défense des droits des enfants à travers le monde. L'objectif est de mettre en œuvre des actions de communication visant à promouvoir les droits fondamentaux de l'enfant, mobiliser les acteurs de protection des droits de l'enfant autour d'un cadre d'échange et de réflexion pour favoriser le respect des droits de l'enfant. C'est un plaidoyer qui est organisé en faveur des autorités préfectorales pour que les autorités préfectorales s'impliquent activement dans la promotion des droits de l'enfant. Si c'est appliqué, je pense qu'on aura un changement souhaité auprès de nos communautés. C'est dans ça que les enfants de la préfecture de Kindia puissent grandir, puissent s'épanouir dans un climat de protection conviviale. Pour créer un monde meilleur pour les enfants, la FMK s'engage à identifier les problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les enfants. Un panel de plaidoyers et des prestations d'artistes sont initiés afin que les parents et les autorités puissent s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. Pendant cette journée, une note de plaidoyer est remise aux autorités préfectorales et communales de Kindia. Avec l'appui de ses partenaires, la Fédération Mounafani de Kindia compte contribuer, comme chaque année, à la célébration avec les enfants de la préfecture de Kindia. Environnement, protéger la biodiversité, empêcher les conflits d'usage dans la zone du paysage Bafi-Falémé. Les autorités guinéennes et les partenaires prennent le devant. L'unité du projet, en compagnie des autorités de la région de la baie, s'est rendue dans les zones du projet pour le suivi et l'évaluation des acquis au bénéfice des communautés. Reportage Abdoulaye Diallo, Sarafdin Diallo. C'est la deuxième assemblée générale du projet Bafim-Falémé. L'objectif est de présenter aux autorités locales et aux différentes parties prenantes les limites de la réserve naturelle gérée par la Gambie et le Falémé. Il s'agit de la dernière étape de vulgarisation entamée dans les communautés riveraines des 4 forêts classées du projet. La superficie de la réserve est de 3731,366 km². Toutes les bornes limites et tous les villages enclaves et villages riverains sont géoréférencés et même toutes les unités de végétation importantes, les unités écologiques importantes comme les terres de source, les cours d'eau, les sites touristiques. Il y a une zone intégralement à protéger, une zone tampon et une zone de développement. Ces 3 zones sont limitées et toutes les dispositions sont prises pour sa matérialisation. Cette rencontre marque une nouvelle ère dans la cohabitation de tous les acteurs impliqués. C'est le moyen le plus sûr de réduire l'effet des gaz à effet de serre. C'est le moyen le plus sûr d'aller vers l'objectif 30% du territoire national. Les actions anthropiques ont tellement eu d'influence négative sur notre environnement que les spécialistes en la matière sont tenus obligés de mettre des limites pour que nous puissions quand même préserver notre environnement. Cette assemblée de présentation des bornes et limites contribuera à coup sûr à prévenir et à gérer les conflits d'usage sur le terrain et favoriser une meilleure exploitation des ressources naturelles. Religion à Guékédou, la Ligue islamique préfectorale vient d'organiser une grande retrouvaille qui a mobilisé plusieurs fidèles musulmans du pays et ceux de certains pays limitrophes de la Guinée. La rencontre a permis d'implorer la grâce d'Allah en faveur de la paix dans le pays et soutenir le chef de l'État dans ses actions. Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. À plus de 300 km de la ville de Zérékoré, nous sommes dans la commune urbaine de Guékédou.
Depuis 9 ans, cette ville accueille des érudits du pays et certains des pays voisins pour implorer la grâce d'Allah en faveur de la Guinée. Cette année aussi, durant 3 jours, le livre saint a été lu en faveur de la paix, mais aussi du président, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette lecture du Coran a été initiée par la Ligue islamique de Guékédou pour la paix, la prospérité, la sécurité dans le pays. Mais surtout à son Excellence le général Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse conduire la Guinée vers une destinée heureuse, en paix et en sécurité. Cet événement religieux est une collaboration de la Ligue islamique et la grande famille chérif pour la pérennisation de la paix et du vivre ensemble en Guinée. Nous faisons la bénédiction pour Guékédou et la forêt tout entière. Nous implorons la grâce de Dieu pour le repos de l'âme de nos parents venus du Fouta et de la forêt qui ont trouvé la mort lors du triste événement de Zérékoré. Qu'il ait la paix dans le pays. Que Dieu protège le général Mamadi Doumbouya. Nous bénissons le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il est en train de faire pour le pays. Nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il puisse mener cette transition à bon port. Ici, les efforts du chef de l'État sont magnifiques. Cette lecture du Saint-Coran en témoigne l'engagement des organisateurs pour une Guinée prospère. Relance du volleyball en Guinée, la fédération est à pied d'œuvre. Une compétition nationale en série filles et garçons se tient à Conakry et regroupe plusieurs clubs du pays. L'idée est de permettre aux pratiquants de cette discipline de vivre leur passion commune. À l'ouverture des hostilités, Sumba de Dubreka était opposé à l'équipe préfectorale de Mamon. Reportage Kabafodé. Le palais des sports du stade du 28 septembre de Conakry. Autour de ce filet de volleyball, des jeunes filles et garçons passionnés de cette discipline sportive. En club et en équipe, ils viennent de partout en Guinée pour prendre part à une semaine de compétition organisée par le comité de gestion du volleyball guinéen. Un cadeau de Noël offert à ces athlètes qui en avaient tant besoin en cette période de fin d'année. L'objectif que nous avons, c'est de continuer à faire jouer les sportifs le long de cette année et les années qui arrivent pour que la Guinée retrouve sa place d'antan, c'est-à-dire une des meilleures équipes nationales africaines sur ce continent-là. 12 clubs féminins et 5 masculins sont engagés dans ce tournoi dont l'objectif est de relancer la pratique de volleyball en souffrance depuis quelques temps. Dans ce match qui oppose en série filles le Sumba Volleyball Club de Dubreka et l'équipe de Mamou en blanc, les talents sont démontrés. Je suis très contente parce que ça fait un bail, on ne joue pas, on ne fait pas ce genre de compétition. Du coup, nous sommes très contentes d'être là aujourd'hui. Oui, on a gagné. Je suis contente de mon équipe. Aujourd'hui, on a ce sentiment de satisfaction parce que nous, jeunes, surtout jeunes filles de Fouta, on a beaucoup de lacunes à faire du sport. Déjà, nos mères nous interdisent de porter les culottes. Ça, c'est un. C'est qu'on a de multiples problèmes à rencontrer devant la société avant de pratiquer ce sport. Et malgré nos maigres moyens, c'est grâce à notre entraîneur qui se bat corps et âme pour que l'équipe devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Dubreka, vainqueur contre Mamoun 3-7-0 chez les dames, est bien parti pour conquérir le titre cette année. La même équipe présente aussi en série masculine affiche de grandes ambitions, surtout dans cette deuxième rencontre de la journée qui l'oppose à l'Aïdrim de Conakry. Le tournoi prendra fin le 29 décembre. Mesdames, Messieurs, fini ce journal. Les infos sur la Guinée, terre de richesse et d'innovation continuent sur le www.rtgguinée.info. À demain.